France Maghreb 2. Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à vous, c'est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine du show qui vous écoute, du show qui vous parle. Le grand forum LGF jusque 18h sur France Maghreb 2 et en ce lundi avec nous Hanan Zawani. Comment ça va Hanan? Coucou, salam alaikum tout le monde. Bah écoutez, ça va très bien. Bon, t'as l'air ravissante aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs, comme d'habitude. Accompagné, donc je le disais tout à l'heure, d'un petit nouveau, mais en même temps assez connu quand même dans le milieu, Majid Messaouden. Bonjour Majid. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, je suis pas élégant moi par contre. Ah si, très élégant cher ami, pas Darkness. de problème. Mais bon, excuse-moi, mais voilà, Hanan restera toujours plus belle que toi, à mes yeux en tout cas. Et en dessous, il y a quoi? Liberté pour Salamouri. Ah oui, il est équipé. Ah bah attends, Majid, il est équipé, hein, bien sûr. Majid, sois le bienvenu en tout cas. Présente-toi un petit peu aux auditeurs pour ceux qui viennent d'une autre planète et qui te connaissent pas. Déjà bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Donc je m'appelle Majid Messaouden, je suis élu à Saint-Denis. Et je m'occupe principalement des questions liées aux discriminations et à l'égalité femmes-hommes. Voilà. Très bien, donc on va avoir de quoi parler avec toi, hein, dans un futur proche, bien sûr. Alors, l'avis tranché de Madame Zawani, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Alors on va parler du CETA. Du CETA. Voilà, je sais pas si les auditeurs ont entendu parler. Brièvement, c'est ce grand traité transatlantique qui a été signé là récemment par Macron entre le Canada et l'Union européenne. Très bien, il en signe beaucoup des choses en ce moment Macron, hein. Oui. Très bien, Majid, on va parler de Salamouri avec toi pour ton premier avis tranché. Absolument. Pourquoi Salamouri? Sur quoi? Sur évidemment cette situation qui perdure, l'injustice totale. On recevait d'ailleurs son épouse la semaine dernière dans cette émission. Absolument. Voilà, donc on parlera de Salamouri avec toi donc tout à l'heure dans ton avis tranché dans quelques minutes. Avec plaisir. Coup de cœur ma chère Hanan? Coup de cœur, on reste toujours dans le thème du CETA, donc je vais vous parler de ce collectif qui s'appelle Stop TAFTA, Stop CETA, qui a mis en place une pétition pour interpeller les députés européens. Très bien. Majid, t'as un petit coup de cœur? Ouais, alors moi ce sera un coup de cœur. C'est maintenant. Là. Non, tout à fait. Juste le sommaire. Là, tu nous dis de quoi tu vas nous parler. Ça va être sur les quartiers populaires. Très bien, parfait. Reste avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF avec Majid Messaouden et Hanan Zawani jusque 18h. Et vous, chers amis auditeurs, évidemment, je rappelle, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. Et il y aura tout à l'heure Libertad pour terminer en beauté cette émission. Alors, son filtrage. Petite question. On a eu des nouvelles de Kamel et tous les gagnants là qui ont été au concert et puis tout ça ou pas? J'ai pas de nouvelles, mais en tout cas, a priori, si pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon. Je sais pas s'il y avait du monde d'ailleurs au concert d'Hakim samedi, je sais pas. Bon. S'il veut nous appeler, nous faire un petit coucou. Voilà, qu'il le fasse en tous les cas. Libertad tout à l'heure, donc à 17h55. Voici le sommaire de cette émission de ce lundi 25 septembre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum pour ce lundi, percée historique aux législatives en Allemagne, l'extrême droite entre au Parlement du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, il manquerait selon le Premier ministre quelques 200 milliards de dinars pour satisfaire tous ses besoins. L'Algérie est en état de cessation de paiement intérieur. Sans oublier les nombreuses infos zappées que vous pourrez commenter avec nous en nous appelant au 01 40 33 9000, le zapping et le quiz avec à gagner tout au long de cette semaine vos places pour le concert de Rimka à l'Olympia le 6 octobre prochain, un concert en partenariat avec France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous messieurs dames, c'est parti jusque 18h avec Hanan Zawani et Majid Messaouden qui est avec nous, il est conseiller à Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis, oui. Il est avec nous dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2, il s'occupe de tout ce qui est égalité homme-femme, de tout ce qui est discrimination. Il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf, effectivement. Alors, comme premier sujet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 01 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment intervenir. Nous partons en Allemagne et ça devient, je serais tenté de dire, une habitude en Allemagne, dans un paysage politique de plus en plus morcelé, la nécessité de former une coalition avec les élections législatives. Donc, après les élections législatives, une fois de plus, remportées par la CDU et son allié bavarois, la TSU, mais qui cette fois ne décroche que 33% des suffrages. C'est le plus mauvais score depuis près de 70 ans quand même, depuis 1949. Une autre époque pour l'Allemagne qui assiste également au retour en force de l'extrême droite. La AfD, Alternative pour l'Allemagne, engrange 12,6% sur un programme anti-européen, anti-migrant, anti-islam on peut le dire. Majid, sur cette première lecture, au lendemain de cette percée historique de l'extrême droite, on n'avait pas vu ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 45, ouais. Voilà. Oui, ça fait froid dans le dos de voir une extrême droite aussi forte. Alors il y aura dans les projections, on a une centaine de députés prévus.
Mais ça, nous on l'a déjà en France, hein. Enfin, des scores importants de l'extrême droite de manière récurrente. Oui, au deuxième Alors, tour d'élection présidentielle, ouais. Il n'y a pas d'entrée fracassante, mais c'est parce que le mode de scrutin fait aussi que le Front National n'est pas représenté à l'échelle où il devrait être représenté, parce que si on prenait ces résultats, si le mode de scrutin connaissait une dose proportionnelle, on aurait beaucoup plus de députés Front National, raciste, islamophobe, nazi au sein de l'hémicycle. Donc ce qui nous sauve entre guillemets, c'est le mode de scrutin, mais en même temps il est injuste parce qu'il permet pas aux petites partis d'être représentés comme il le devrait. Après l'Allemagne, oui, ça fait froid dans le dos, parce que quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, voilà. Et quand on voit qu'effectivement le dirigeant de l'AfD glorifie les nazis, glorifie l'armée allemande du Troisième Reich, on a effectivement du souci à se faire. Alors effectivement, Merkel fait le plus mauvais score depuis très longtemps pour 70 ans, la CDU, voilà. Partir, en tout cas. En même temps, elle est au-dessus des 30%. Ouais. Elle remplit pour un 4e mandat. Ouais. Sa longévité, elle est quand même impressionnante. Je pense que si elle a baissé, c'est notamment au vu de sa politique qui est vue comme pro-migrant, mais qui finalement n'est pas si pro-migrant que ça. Et je pense qu'elle a payé aussi les millions d'Allemands pauvres qui sont aujourd'hui dans le pays. Et je pense que l'extrême droite, si elle fait ses choux gras, c'est notamment là-dessus. Et on voit bien une gauche complètement laminée. Le SPD, les sociodémocrates depuis très très longtemps. D'ailleurs, ils ont perdu leur crédibilité à partir du moment où ils ont fait une coalition avec Merkel. Là, ils ont décidé d'aller dans l'opposition. Ils auraient dû décider de le faire depuis longtemps. Et puis surtout, Die Linke, qui représentait une alternative à la gauche de la gauche, qui ne parviennent pas eux non plus à constituer une alternative crédible au libéralisme de Merkel, parce que Merkel, c'est quand même ça. C'est l'Allemagne libérale, ultra-libérale. Ultra-libérale, ouais. Et donc du coup, faut jamais le perdre de vue. Donc en tout cas, le phénomène, l'entrée fracassante de l'extrême droite à la Bundestag est inquiétante. Ça va lui donner des moyens, parce que 100 députés, c'est de l'argent, c'est des moyens. Ils vont pouvoir fonctionner et faire des propositions de loi. Je sais pas de quoi sera faite la coalition de Merkel demain, mais en tout cas c'est inquiétant. En tout cas, ce parti Annan qui a promis donc de s'attaquer de front à la chancelière, qui aura aussi dans son opposition d'ailleurs les sociodémocrates. Donc c'est ce que confirme le chef de file du SPD, Martin Schulz. Donc ça va quand même être assez compliqué, même si elle remplit pour un 4e mandat. Pour Merkel, elle va devoir composer. Et c'est pas toujours évident, hein, quand même, quand on est une femme de poids comme Merkel, de devoir composer dans un paysage politique un peu complexe, Annan. Bah là, ce parti, oui, parlons-en. Donc, nous, citoyens français, on le découvre effectivement. Les résultats, par contre, ils étaient attendus. Hein. Ça fait plus d'1 an qu'on prévient que la politique de Merkel, elle va favoriser une montée, voire une explosion de l'extrême droite, parce que sa politique de migrants, donc entre 2015 et 2016, on le rappelle, elle a accueilli 1 million de migrants. Donc ça paraît énorme par rapport à nos 30 000 migrants d'accueillis. On fait beaucoup de bruit ici, mais du coup en Allemagne ça fait beaucoup de bruit également. Et du coup effectivement on découvre que il y a des difficultés des travailleurs, qu'en fait cette montée elle a été aussi favorisée par une précarité de plus en plus importante des travailleurs allemands, alors qu'on présente l'Allemagne comme un modèle économique solide et que la France notamment prend absolument pour exemple. Ah oui, beaucoup de présidents l'ont pris pour exemple, oui, voilà, bien sûr. Exactement. Du coup, ce parti, avec son nombre de parlementaires, il va pouvoir faire émerger de nouvelles positions, proposer de nouvelles lois. Donc, entre autres, ils vont demander, en tout cas, c'est ce qu'ils ont promis, c'est ce sur quoi ils bataillent. Ils ont bataillé durant toute leur campagne des législatives. Donc, ils ont promis la fin de la binationalité. Oui. Voilà, le durcissement du droit d'asile, hein, donc pour vraiment freiner cette politique d'accueil des migrants, mais en même temps ils sont là, donc on va pas les faire ressortir. Et par contre, ce qu'ils proposent eux, c'est des expulsions massives. Donc effectivement, leur mesure, ça a l'air inquiétant, mais en face, ils ont quand même une opposition qui est forte, quoi. Après, voilà, ce qui moi m'interpelle un peu plus, c'est qu'effectivement la montée de l'extrême droite, on l'a vu en France depuis 2002.
mais elle est présente dans quand même pas mal de pays européens, et que c'est toujours sur le même discours, donc qui est un discours anti-islam. Ouais. Voilà. Ça c'est très payant, hein, Majid, le discours Exactement. anti-islam en Europe en général d'ailleurs. Hein. C'est la constante. Ouais. C'est la constante, anti-migrants, anti-islam, anti-pauvres. Voilà, c'est là-dessus que l'extrême droite fait son... C'est chou gras. C'est chou gras. Et puis le problème, c'est quand une partie de la gauche et la droite reprennent ces thématiques-là à leur C'est ça le pire, ouais. Alors en tout cas, les défis sont nombreux pour la chancelière Merkel, et elle a vite donné le ton hier soir à l'issue des résultats de ces législatives en Allemagne. Liebe Freunde, wir haben in den vergangenen Monaten gekämpft für ein Deutschland. Chers amis, ces derniers mois, nous nous sommes battus pour une Allemagne où l'on vit bien et dans laquelle on est heureux. Nous savons qu'il nous faut désormais poser les bases de la prospérité économique pour les 5 ans, les 10 ans à venir. Cela signifie également le maintien de l'unité de l'Union européenne et la construction d'une Europe forte en combattant l'immigration illégale et les causes des migrations, tout en trouvant des solutions législatives, y compris en matière de sécurité intérieure. Auch das Thema innere Sicherheit natürlich. Voilà pour Merkel hier soir, donc le ton était donné donc rapidement. Les défis sont assez nombreux, disais-je tout à l'heure, pour Merkel, et le parti d'extrême droite qui a été félicité vite, rapidement par Marine Le Pen hier soir. Voilà. Alors question toute simple, Majid, Hanan, est-ce que l'arrivée de l'extrême droite en Allemagne peut avoir peut-être indirectement, mais je sais pas, des conséquences pour notre pays, la France, parce qu'on sait qu'on collabore énormément avec l'Allemagne. On est en accord sur plein de sujets. Voilà. Merkel et Macron, une belle lune de miel. Ce fut le cas également sous Hollande. Sous Sarkozy, un peu plus compliqué parfois, mais en tous les cas, l'Allemagne, c'est un partenaire, le premier partenaire européen pour la France. Bah effectivement, là depuis ce matin sur BFM, excusez-moi, ça parlait pas mal des conséquences sur la France et de comment allait se positionner en réalité Macron par rapport à cette nouvelle donne politique, et notamment par rapport au projet de réforme de la zone euro. Donc pour le président français en tant que tel, ce qui se dit, ce qu'on dit, c'est que ça peut être un bon point pour lui, que face à entre guillemets une Angela Merkel affaiblie, et du coup il apparaît comme le président fort de l'Europe. Après voilà, je mets un délétin sur ce qui est dit, c'est des sur BFM, Christophe Barbier, etc. Ils sont vraiment là pour mettre en avant Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que au niveau des journaux français, ils mettent vraiment en avant le fait que c'est une bonne chose pour Macron. Après, je sais pas toi ce que tu en penses, Majid. Alors je sais pas si c'est une bonne chose pour Macron, mais Macron il a pris une petite tôle au sénatorial, oui, donc il a eu aussi sa petite défaite, donc il est moins pimpant, il est moins pimpant le lundi qu'il l'était samedi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que et Macron et Merkel vont tenter, à mon avis, de se différencier de l'extrême droite. Alors Macron, c'est plus facile parce qu'ils sont très peu nombreux à l'Assemblée, etc. Mais Merkel, à mon avis, a tout intérêt à se distinguer politiquement de l'extrême droite, même si elle mènera une politique anti-migrant de toute façon. Mais je pense qu'elle a intérêt pour maintenir pour maintenir la cohérence de son électorat et sa crédibilité politique, à diaboliser l'extrême droite allemande, notamment au regard de ce qu'elle a causé à l'Allemagne dans l'histoire. Donc je pense que effectivement Macron peut apparaître comme incontournable, parce qu'effectivement il y a le fameux couple franco-allemand oui, qu'on connaît, mais je pense que Merkel n'est pas si affaiblie que ça, parce que elle reste, elle va rempiler, même si les conditions sont moins évidentes qu'au précédent mandat. Je pense que elle a les coups des franches encore une fois pour continuer d'appauvrir l'Allemagne pour les pauvres et de l'enrichir pour les riches. On va guetter ça en tout cas dans les tout prochains jours. On va voir un petit peu à quoi va ressembler cette coalition, ces alliances qui sont en train de s'organiser. L'axe européen en fait, des réformes européennes qu'il faut se poser la question, parce que l'objectif de Macron, c'est quand même de réformer l'Europe. Donc moi c'est plutôt à ce niveau-là en fait que je me posais des questions, parce que du coup maintenant il va voir ils iront dans le même sens, plus facilement les coups des franches qu'auparavant. Ils iront de toute façon, pour ce qui est de libéraliser,
c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on parle souvent du modèle allemand. Oui. Et ceux qui avaient notamment largement dérégulé le marché du travail allemand, c'était pas la CDU, c'était Gerhard Schröder, à l'époque leader du SPD. Donc c'est lui qui avait institué les contrats les plus précaires et qui avait plongé des milliers, voire des millions d'Allemands dans la précarité. Donc effectivement, déjà à cette époque-là, la France en inspirait. Et encore aujourd'hui, malgré toutes les recommandations négatives de beaucoup d'économistes, la France continue de prendre le modèle allemand comme un modèle économique. Ouais. Et c'est là-dessus d'ailleurs que beaucoup s'appuient pour justifier la loi travail, les ordonnances, etc. Le but, c'est de ressembler à l'Allemagne, sauf que nous, on a moins de travailleurs pauvres que l'Allemagne. Pour l'instant. En tout cas, on sera amené à en reparler. Et si vous souhaitez en parler, évidemment, 01 40 33 9000 tout à l'heure, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que vient de dire Anan, ou Majid pourrait le faire savoir tout à l'heure dans le cadre de Libertad, bien sûr. Tout à l'heure, en fin d'émission, petite info zappée dans cette émission, comme il y en a régulièrement. À nouveau en Syrie, les forces soutenues par les États-Unis qui accusent la Russie, ces avions auraient bombardé une usine de gaz, blessant au moins 6 combattants anti-djihadistes. Et puis autre accusation lancée par Human Rights Watch, cette fois contre cette même coalition anti-groupe État islamique. Donc au mois de mars, des raids aériens menés près de Raqqa auraient provoqué la mort d'au moins 84 civils, dont 30 enfants. Petite réaction là-dessus, si vous souhaitez. Alors, excusez-moi, j'étais en train de discuter. Non, mais j'ai entendu les solutions. Le problème, c'est que il y a un vrai souci sur les bombardements russes, américains ou autres en Syrie ou ailleurs. Il y a des dégâts, ce qu'ils appellent eux des dégâts collatéraux. Ouais. C'est des milliers de civils qui sont morts dus à des frappes dites chirurgicales, mais qui n'ont rien de chirurgical parce que du coup, c'est souvent dans des zones en plus où les hôpitaux ont déjà sauté, où les gens sont déjà dans le plus grand dénuement. Et on sait que même s'il y a enquête, il y aura peut-être des excuses de la part de la Russie, comme il y a des fois des excuses de la part des États-Unis, mais il n'y a jamais réparation, évidemment, et surtout, on connaîtra encore ce type de bombardement dans des zones qui sont majoritairement peuplées par des civils et non pas par des terroristes ou par des gens armés. Donc le problème de ces bombardements-là, c'est qu'ils ne cesseront pas, même s'ils sont en violation flagrante du droit international. Alors, Majid Anan, pays voisin, qui est le Liban, qui a bien besoin de soutien à l'étranger. Son président Michel Aoun est à Paris pendant 3 jours. Rendez-vous dès ce lundi d'ailleurs à l'Elysée. Nous voudrons adresser un message fort de soutien politique au Liban, dit-on, d'une source diplomatique française. Le Liban, voisin de la Syrie, disais-je tout à l'heure, est en effet donc fragilisé, bien sûr, par la présence sur son sol de plus d'1 million de réfugiés. Emmanuel Macron a récemment proposé d'ailleurs une conférence de soutien aux investissements au Liban et une autre dédiée au retour des réfugiés dans leur pays d'origine. La France envisage donc de fusionner les 2 rendez-vous et il en sera naturellement question lors de la visite donc de Michel Aoun. Cette semaine, le président libanais a été élu il y a moins d'1 an, ce qui a mis un terme à plus de 2 années de blocage politique dans son pays. Michel Aoun est soutenu par le Hezbollah, dont les troupes sont engagées en Syrie pour soutenir militairement Bachar el-Assad. Exercice délicat donc pour la France. Donc nous reconnaissons un rôle politique au Hezbollah au Liban, dit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, où l'on exprime donc simultanément de l'inquiétude face aux agissements de la milice chiite en Syrie. Alors la France qui se retrouve un peu coincée pour le coup là entre effectivement l'allié de Michel Aoun, donc le Hezbollah qui soutiennent Michel Aoun, plutôt c'est l'inverse, et la France, sa position officielle bien sûr. Majid, est-ce qu'il n'y a pas un peu confusion des genres là pour le coup? Il y a confusion des genres effectivement si soutient Bachar al-Assad quand on connaît les exactions d'al-Assad et sur sa population encore aujourd'hui. Par contre, ce qui est très focus selon moi, c'est de prétendre vouloir aider le Liban par rapport aux réfugiés qu'ils accueillent, ouais, alors que la France refuse. Alors que la France en a les moyens d'accueillir ces personnes qui sont souvent et surtout qui n'arrivent même pas à arriver vivantes
sur les côtes européennes. Donc je trouve que c'est assez faux cul. Et le but du jeu dans ces grandes conférences internationales, c'est de décider de rien. Donc il va y avoir un affichage politique. Macron va se refaire une virginité en disant que il veut aider le Liban, sauf que le Liban, par le passé, ils ont déjà accueilli des réfugiés, notamment palestiniens, qui sont encore aujourd'hui au Liban, qui sont toujours pas retournés chez eux en Palestine. Et on a aujourd'hui des migrants, donc des centaines de milliers, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus d'1 million qui sont au Liban aujourd'hui. Dans des situations et j'imagine assez mal comment ils peuvent retourner chez eux à court ou à moyen terme. Ouais. Donc je ne sais pas quel est le but de Macron, si ce n'est se faire une stature à l'international. Mais je vois pas ce que peut gagner Michel Aoun de ce type de cette rencontre. Très bien. Notre spécialiste de la Syrie, le docteur, est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, mes amis. Donc, je vous prends pas beaucoup de temps. Je vais agir sur deux, parce qu'on peut pas tout traiter. C'est complexe et compliqué. D'abord, par rapport, donc, première chose, si vous permettez, monsieur Christophe, sur ce qu'on avait, vous avez évoqué les bombardements syriens, russes, américains, tout ça. Deuxième point vite fait, à propos du Liban et des réfugiés et de la France. Vous préférez commencer par quoi? Le Liban, parce que Michel Aoun est en France et est arrivé aujourd'hui là. Alors je commence par ça, vite fait et bien fait. Écoutez, je veux pas être sur l'avocat des diables. Bon, on continue malheureusement à erroner les gens. Je vois la réaction de votre invité, le monsieur, complètement hors circuit, excusez-moi. Donc voilà, je vous interpelle. La France, bon, je veux pas être leur avocat, c'est elle qui a créé le Liban, tout le monde le sait, comme l'ancienne Syrie. C'est une création française dans les années 35-37. Comme tout le monde sait, la création d'Israël, d'Arabie Saoudite, tout ça, et que tout saute en l'air. Donc il y a al-aqrabuna awwala bil ma'ruf. Ça c'est en langue orientale. En langue française, charité chrétienne commence par soi-même. Avant d'aller faire la mendicité ici, dire que la France n'accueille pas, d'abord les gens qui les a poussés à faire cette guerre civile en Syrie, on en a parlé depuis 7 ans, c'est l'Arabie Saoudite, elle a un grand désert, elle peut commencer à récupérer minimum ses sunnites. Docteur, pardonnez-moi, mais en quoi Majid est en circuit d'après vous? Parce qu'il dit que la France ne peut pas accueillir, il veut pas, parce que les gens la France, et là c'est rythme, on peut pas tout accueillir ce monde-là. Et les maronites, c'était avant pro-français, ça tout le monde le connaît depuis les années 35, même après post-indépendance 45, voire 46. Majid, tu peux répondre, hein? Mais on choisit pas qui on accueille, monsieur, on choisit pas qui on accueille, on doit accueillir les Turcs de nouveau et les Russes, vous voyez, les années changent. Docteur, voilà, pardon, vous interpellez Majid, il vous répond évidemment dans cette émission. Majid. Je l'écoute, monsieur Majid. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Ce que je disais, c'est que on n'a pas à choisir qui on accueille et qui on n'accueille pas. Dans sa tradition, la France devrait accueillir beaucoup plus de réfugiés qu'elle en accueille aujourd'hui. Et on voit bien que ceux qui sont aujourd'hui à Paris notamment sont accueillis dans des conditions indignes. Entièrement d'accord. Je suis dans l'humanitaire et je sais ce que vous dites. Absolument. Donc moi, ce que je dis, c'est que la France a les moyens d'en accueillir beaucoup plus, mais elle refuse de le faire pour des raisons purement électoralistes. Elle refuse de le faire et elle se déshonore en refusant d'accueillir les réfugiés qui aujourd'hui sont en France dans des conditions indignes, qui aujourd'hui traversent encore la Méditerranée et meurent par dizaines de milliers, y compris des femmes et des enfants. Je dis pas autre chose que ça, monsieur. Voilà, donc je peux vous poser maintenant une petite question rapide. Allez-y, docteur, pour votre question. Donc la petite question, combien d'heures entre Paris et Beyrouth par avion le plus rapide possible? 4 heures, je crois. 4 heures, très bien. Et comment se fait-il? Il faut payer un argent fou pour aller jusqu'au Liban, les touristes, les hommes d'affaires, les gens, tout ça. Et comment ces malheureux Syriens sunnites, je pose mes mots, sont arrivés quand même jusqu'à chez nous, dans quel état lamentable? S'il n'y avait pas des passeurs, des terroristes qui les ont aidés. Mais bien sûr qu'ils sont exploités par les passeurs, on dit pas le contraire, monsieur. Voilà, donc il faut aller traiter. Ce qu'il cherche monsieur Aoun chez monsieur Macron, c'est de faire les choses à la base. Il faut que la guerre civile s'arrête dans toute la région, l'Irak. Ah mais bien sûr qu'il faut que les violences s'arrêtent, on est absolument d'accord avec ça. Voilà, je ne dis pas que les Syriens doivent tous aller en France. Les Français, ils ont payé plein, on peut pas encore mendier chez eux plus qu'il le faut. L'idéal, c'est que les Syriens restent en Syrie. Mais il faut que les conditions soient réunies. Ils voulaient quitter la France. Maintenant, c'est pas la France à les s'en charger. Il y a les Russes, les Iraniens et d'autres puissances. Mais le Liban a beaucoup donné, c'est ça que je dis. Le Liban a beaucoup donné. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas faire l'avocat du diable.
Bon, docteur, on est obligé d'y aller. En tout cas, merci pour avoir traité ce sujet de Michel Aoun. Comme quoi, tu es parti de hors circuit. A finalement bien remis dans le circuit, hein. Voilà, Majid, tout va bien. Finalement, il y a que la discussion qui paie. Et les désaccords peuvent être vite rétablis. Mais dans l'émission, c'est ça, c'est l'émission de débat. Voilà, on échange, on débat avec le respect, tranquille, évidemment. Mon cher ami Majid, tu vas t'essayer un exercice qui s'appelle avis tranché. C'est ton premier. Et tu as fait un très bon choix, j'ai envie de te dire, pour ton premier avis tranché, puisque tu vas nous parler de Salah Hamouri. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Majid Messaouden donc est avec nous et qui va nous parler de Salah Hamouri pour son avis tranché. Majid, on t'écoute. Bonsoir. Oui, effectivement, donc j'ai décidé de parler de Salah ce soir. Je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent sont au courant de l'histoire de Salah Hamouri. Il a été arrêté une nouvelle fois par les forces d'occupation israéliennes à son domicile de Jérusalem. C'était le 23 août. Depuis, il croupit en prison. Il a été condamné il y a une petite semaine à 6 mois de détention administrative après plusieurs audiences qui ont été reculées. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Salah est français, que Salah devrait bénéficier de la protection de la France, et qu'aujourd'hui, malgré le régime dérogatoire au droit commun qu'est la détention administrative, aucun homme politique, aucune femme politique digne de ce rang ne s'est prononcé pour la libération de Salah Hamouri. Aujourd'hui, il ne bénéficie d'aucun soutien politique de taille. Ni le Premier ministre, ni Macron, ni le ministre des Affaires étrangères n'a prononcé le nom de Salah Hamouri depuis son incarcération. C'est tout simplement indigne. Ça en dit long sur la volonté des autorités françaises de maintenir l'impunité d'Israël de laisser l'impunité d'Israël grandir. Et aujourd'hui, on demande vraiment que la France intervienne. On demande vraiment que Salah Hamouri soit libéré. On demande vraiment que le régime de détention administrative qui concerne aujourd'hui plus de 400 prisonniers soit condamné par des sanctions réelles de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est prompte à faire des communiqués mais qui est incapable de prendre des sanctions économiques et financières contre Israël. Voilà, donc Salah doit sortir de prison, il doit pouvoir retrouver ses proches, il doit pouvoir retrouver sa femme Elsa, qui élève ici leur enfant depuis qu'elle est interdite de séjour, qu'elle a été interdite de séjour en se rendant à Jérusalem voir son mari. Donc voilà, c'est quelque chose qui est révoltant de voir qu'aujourd'hui très peu de médias s'en saisissent et que, y compris à gauche, on a une espèce d'hésitation, une espèce de léthargie de la part des élites politiques françaises qui refusent, elles aussi à gauche, de prendre fait et cause fermement pour Salah Hamouri. Donc il faut qu'il soit libéré, il faut en parler. Et j'espère que demain à l'Assemblée nationale, certains députés ou certaines députées auront le courage de mettre les mots sur le scandale que représente l'incarcération arbitraire de Salah Hamouri. Et en tout cas, on a aussi notre responsabilité, parce que c'est en interpellant notre député, et par dizaines, par trentaines, par cinquantaines, que ce député va finir par peut-être remonter l'information auprès de la commission, puis ensuite poser une question au nom du groupe sur Salah Hamouri. On va signaler au Parlement européen, c'était la semaine dernière, Patrick Le Yarrick qui a demandé à ce que dans les médias résonne liberté Absolument. Pour Salah Hamouri. Dans un instant, on va parler du CETA avec Anan Zawani, mais juste auparavant, le zapping, il est fourni en ce lundi. Bienvenue à vous, c'est le LGF 01 40 33 9000. Bienvenue sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h, c'est votre talk de fin d'après-midi. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Anan Zawani et Majid Messaouden qui est avec nous sur France Maghreb 2. Sur les réseaux sociaux, c'est pas Messaouden d'ailleurs. C'est Majid Palestine. Palestine. Pourquoi ? Palestine. Très bien. Bah oui, forcément, ouais, non, bien sûr. C'était bien de le rappeler, quoi. En tout cas, vous pouvez suivre sur Twitter et Facebook, plus présent sur Twitter, hein. Très actif sur Twitter. Voilà. 01 40 33 9000. On va parler maintenant. On va enchaîner avec le zapping, messieurs là, mais une petite info zappée quand même qui nous concerne tous et toutes, puisque vous le savez que dans le domaine du transport, c'est le gouvernement qui est bousculé par les routiers aujourd'hui. Les syndicats CGT et FO qui mènent des opérations de blocage dans plusieurs régions contre des axes de circulation, contre des dépôts de carburant. Les syndicats en tout cas qui dénoncent la loi travail. Réaction du porte-parole du gouvernement: nous sommes prêts à continuer les discussions avec les représentants des routiers qui ont dit Christophe Castaner de vraies inquiétudes. Christophe Castaner, invité ce matin chez le confrère de BFM TV et qui a livré son analyse après les sénatoriales. Renouvellement de la moitié de la chambre donc hier, grand vainqueur de la droite. Les socialistes résistent plutôt et un score mitigé
pour La République En Marche. On écoute Christophe Castaner. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y avait 29 sénateurs République En Marche, il y en a 28 aujourd'hui, mais un échec attendu. Ceux qui ont voté sont ceux qui ont été élus en 2014, en 2015, à un moment où La République En Marche n'existait pas. Ils représentent les anciens partis, et les anciens partis ont voté pour les candidats des anciens partis. Et la particularité du Sénat, c'est qu'ils sortent un peu, même s'ils appartiennent à un groupe, ils sortent un peu des systèmes dogmatiques fermés. C'est toujours un peu à géométrie variable, le Sénat. Je pense que Gérard Larcher le sait bien. On voit très régulièrement des prises de position qui ne sont pas celles des appareils politiques. Et donc, il va falloir travailler, ce sera aussi ma responsabilité comme secrétaire d'État en charge de relations avec le Parlement, il va falloir travailler à la constitution de ces coalitions, peut-être un peu comme en Allemagne, mais des coalitions sur un certain nombre de sujets. Christophe Castaner, donc le porte-parole du gouvernement, qui confirme par ailleurs une hausse de 10% des taxes sur le diesel en 2018. Le gouvernement qui s'engage enfin à des progrès significatifs d'ici 2022 pour tous les pesticides, dont le glyphosate, si je ne m'abuse. Alors, Christophe Castaner, on le voit un peu partout, hein, Majid, en ce moment. C'est monsieur télé, le monsieur média Monsieur d'En Marche. Télé, il a remplacé Philippot, on dirait, sur les matinales. Et non, il est, enfin, c'est insupportable de le voir autant en fait. Et c'est là qu'on voit que la stratégie de Macron et de son staff, c'est vraiment la communication, parce que derrière il y a rien. On voit bien ce qu'il nous raconte sur les sénatoriales. Il oublie de nous dire pas mal de choses, que effectivement c'est une déroute pour En Marche, qui espérait évidemment confirmer sa victoire aux présidentielles et aux législatives, et il n'en a rien été. Et surtout, il ne nous dit pas que le Sénat continue d'être une chambre très majoritairement blanche, désespérément blanche, et que le Sénat ne ressemble toujours pas à la France dans toutes ses diversités. Bon, ça, effectivement, il se cache bien de nous le préciser, parce que il contribue, lui, de manière assez active à ce que le Sénat reste cette chambre d'enregistrement dans laquelle aucune tête ne puisse dépasser. Et donc, je trouve affligeant de voir comment évoluent nos institutions, notamment le Sénat aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant au zapping avec, pour commencer, dans la rubrique menace. Je demande Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité d'Ardisson samedi soir, menace de buter la gueule de Stéphane Guillon si toutefois il le croise après sa blague douteuse sur sa mère décédée. Écoutez. Et j'ai voulu, par ce geste avec Marine Le Pen, donner une sorte de quille au bateau. Moi, ce qui m'a choqué dans la manière dont j'ai été traité, c'est pas qu'on soit en désaccord avec moi, c'est normal. C'est qu'on me traite comme un chien, au point de s'attaquer à la mémoire de ma mère qui était morte dans l'entre-deux-tours, c'était horrible. Il n'est plus là? Oui, bah heureusement, parce que je lui bute la gueule si je le vois. Oui, parce que on n'a pas le droit. Il y a des limites à l'indécence. On est en démocratie, on peut être en désaccord avec moi. J'accepte tout. Mais on doit respecter les êtres humains, sinon il n'y a plus de démocratie. Et là, vous aurez un jour des mouvements totalitaires, dangereux. Et ça se finira dans la rue si on n'entend pas les gens. C'est tout ce que je demande. Voilà les menaces donc de Nicolas Dupont-Aignan, Nan Majid. Bah là sur le coup, peu importe l'étiquette partisane de Nicolas Dupont-Aignan ou autre, mais on en avait déjà parlé il y a 15 jours et même la semaine dernière, où je te disais que pour moi c'était vraiment insupportable cette ambiance qu'on a sur les plateaux, sur les radios, que bah oui on peut être opposant ou même contre, mais qu'il y a quand même un minimum de dignité à avoir dans l'expression de son opposition. Donc il s'énerve. Je vais pas dire qu'il a raison ou il a tort, mais personnellement je comprends et je dis juste qu'à un moment il faut arrêter quoi. C'est l'ambiance sur les plateaux, sur les journaux, enfin partout, c'est juste déplorable quoi. Majid, cette ambiance, tu partages un peu la vie d'Anan? Dupont-Aignan, il est beaucoup dans le spectacle et oui, on se souvient que pendant la campagne, il avait quitté le plateau de TF1. Être reprise par les médias. Ouais. Le petit clash, enfin voilà, donc. Enfin, il comble son vide politique par un espèce de truc médiatique et voilà. Il est pathétique. Alors, dans la rubrique hommage maintenant, quand les supporters du Stade Vélodrome rendent hommage à Bernard Tapie, on a appris en effet ce week-end qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac. C'était hier soir au Stade Vélodrome. Élan de soutien du côté de l'Orange Vélodrome hier soir où le public marseillais, ils étaient environ 40 000, faible affluence, pour autant ça fait du bruit et il y a eu beaucoup de banderoles pour l'ancien président Bernard Tapie, le boss, courage monsieur Tapie, force à vous, également des mots, le boss c'est Bernard, soutien à Bernard Tapie et cette banderole, courage Nanar, Nanar c'est bien sûr Bernard Tapie, l'illustre président de l'OM, voilà. Il y en a eu beaucoup de banderoles, beaucoup d'encouragement, d'hommage, de force donc pour le président olympien.
Voilà, donc cet hommage hier rendu par les supporters du Stade Vélodrome à Marseille, comme quoi Bernard Tapie est véritablement une star au Stade Vélodrome. Et pour cause, bien sûr, hein, c'était la bonne époque de l'Europe en 93 avec ce but de la tête de Basile Boli à l'époque. Voilà, Nanar qui a donc effectivement, on a appris par son épouse un cancer de l'estomac. On lui souhaite évidemment bon courage dans cette dure épreuve. Séquence, pas de regret maintenant. Dans le zapping, Michel Simès, invité du tube de Canal+, samedi midi, ne regrette pas d'avoir quitté Twitter. Autre image. L'oiseau bleu de Twitter. Vous avez quitté en avril dernier, je vous cite, un déversoir de la haine, twitto-pollueur. Est-ce que vous y reviendrez un jour? Pour l'instant, c'est pas au programme. Parfois, ça me manque, j'ai des trucs à dire. Et puis, c'est un tel soulagement de plus lire tous ces connards que je vous assure que c'est malheureusement, je lis pas ceux avec qui j'avais des bonnes relations. Mais il y a tellement d'abrutis sur ces sites, sur ces réseaux que je préfère m'en passer. Alors vous qui êtes adepte, que ce soit d'ailleurs Anan ou Majid de Twitter, est-ce que vous partagez l'avis de Michel Simès au point même de quitter Twitter, Majid? Non, on ne laisse pas le terrain, on ne quitte pas le terrain. Non. En même temps, oui, c'est hyper violent, en toute sincérité. Parfois, c'est un petit peu violent. Après, c'est aussi beaucoup de jeux de mots, beaucoup de. Enfin voilà, c'est. Ouais. Toute sincérité, Twitter, je kiffe. Majid, non, pas prévu pour l'instant de quitter Twitter. J'ai pas prévu pour l'instant. Là, il s'amuse comme un fou. Et malgré tous les trolls, malgré la violence parfois qui est des fois très très difficile à gérer, des fois c'est difficile de prendre du recul. Ouais. En même temps, ça reste des trolls. Et puis on se tape trop de barres à côté, quoi. Ouais. Alors, évidemment, c'est sans aucun doute, la petite phrase politique la plus commentée du week-end. Celle de Jean-Luc Mélenchon hier, plutôt samedi, lors de son défilé de la France Insoumise. Contre la réforme du Code du travail, il assurait, face à un président pour lequel la rue ne gouverne pas, que cette même rue était celle qui avait battu les nazis. Vive et immédiate réaction face au début de polémique. Jean-Luc Mélenchon, sur son blog à la rue, assure qu'il n'a jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis. Trop tard pour le porte-parole du gouvernement, tiens encore lui, Christophe Castaner, sur Radio France, il parle d'une faute politique. C'est une faute politique de mettre sur le même niveau ceux qui ont fait tomber les nazis, et la rue y a contribué, évidemment, mais aussi Alain Juppé ou Emmanuel Macron. Je pense que c'est une faute grave. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon est dans le déni de réalité. Est-ce que c'est une faute grave pour vous, cette petite phrase, qui a peut-être été sortie d'ailleurs de son contexte, prononcée par Jean-Luc Mélenchon, place de la République, samedi après-midi? Disons que, moi, je suis pas un fan de Mélenchon. D'ailleurs, il le sait. Et puis, je suis pas militant de la France Insoumise. Pour autant, je suis pas adepte. Je suis pas fan du fait qu'on tape sur Mélenchon pour taper sur Mélenchon. Ouais, sa phrase, elle est maladroite, au moins, parce que je pense ce qui a combattu et ce qui a vaincu le nazisme, c'est évidemment la résistance et le débarquement allié qui a permis de mettre fin au nazisme. C'est par la rue qui seule nous a débarrassés du nazisme. Après, oui, il y a toujours en fait le problème avec ces phrases-là, c'est que comme Jean-Luc Mélenchon cherche la petite phrase qui va être reprise, voilà, son discours, il est travaillé dans ce sens-là, ses communicants travaillent dans ce sens-là, ils savent quelle phrase va être reprise, comment. Après, ils mesurent pas forcément l'impact et ils ont pas forcément la défense appropriée, mais en tout cas, ils savent que ça va être repris. Donc, du coup, des fois, il est pris à son propre jeu. Et comme le gouvernement n'a rien de mieux à faire que d'attaquer, on a Castaner qui, au lieu de nous dire comment il va réduire la pauvreté, plutôt que de nous dire comment il va mieux traiter les étudiants, comment il va arrêter d'expulser les gens, vient nous parler de Mélenchon comme si on avait que ça à foutre d'entendre ça sur les ondes de radio. Donc, il n'est pas le seul, hein. Ils ont beaucoup réagi. Là, ce week-end. Je dis Castaner parce que. Oui. Non, justement, parce qu'on va écouter d'autres réactions. Tout le monde lui tombe dessus, je trouve ça. Enfin, et pendant ce temps-là, on parle pas des vraies questions, quoi. Non, puis surtout, on parle pas du nombre de personnes qu'il y a eu dans la rue, de l'importance de ce qui s'est passé. 130 000 selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Je sais pas si tu as été, toi, Majid. Moi, moi, j'avais piscine. Moi, je faisais une obligation morale d'y aller. Alors? Écoute, pour raconter un petit peu ma vie, j'ai été avec ma petite famille, donc les enfants m'ont rejoint, ma sœur avec un ami. Il y avait du monde, effectivement, il y avait beaucoup de monde. C'est assez impressionnant de se retrouver au milieu de cette foule-là. On est plus proche des 30 000 selon la police ou des 130 000 selon les organisateurs? On est entre les deux, 150 000 en toute sincérité. J'ai retweeté 150 000, mais j'y ai pas cru une seconde. Ouais. Par solidarité. Pardon?
T'as retweeté par Solidarité. Ouais, voilà, j'ai retweeté par Solidarité. Et comme je vais aux 5000 personnes, du coup, voilà. Par contre, un vrai coup de gueule, entre guillemets, si je peux me permettre. Ouais. Sans dire que j'étais la seule hijabi, peu importe. En tout cas, oui, j'étais la seule hijabi. Et plus que ça, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a absolument pas de mixité sociale quand il y a des rassemblements, voilà, pour lutter contre. Je finis. Pour lutter contre les. Excuse-moi, Maddy, je suis un petit peu nerveuse. C'est comme ça, c'est Alan. Attention, hein. Elle envoie des punchlines parfois. Attention. Je t'écoute. Donc voilà, la communauté arabe musulmane, c'est pas du tout engagée, mobilisée. Ouais. Des noirs, il y en avait, mais il y en avait pratiquement pas. Enfin, absolument pas de mixité sociale. J'ai trouvé ça triste, quoi. Donc encore une fois, pour les choses, parce que c'est quand même important. Donc je veux dire, on est là à dénoncer, puis on n'arrête pas de le faire à la radio. Christophe, les ordonnances Macron, on explique ce qui se passe. Enfin voilà, on explique, mais derrière, non, il n'y a pas de réaction. Ils avaient tous piscine comme Majid. Non, mais c'est même pas ça. C'est que j'en ai parlé à quelques amis sans les citer. Je vais à la maison, mais quelle manifestation? Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même se tenir informé de ce qui se passe dans le pays, et que voilà, le jour effectivement où nous on va vouloir manifester contre l'islamophobie ou contre les violences policières ou quoi aux caisses, si déjà on n'est pas présent dans les manifestations, en fait, c'est chacun milite pour ses causes, et c'est toujours ça. On en revient toujours au même, en fait. Je trouve que les luttes militantes, elles sont très pas sectarisé, mais voilà, c'est chacun pour soi. Là, c'était une cause nationale, c'est un sujet qui touche tous les travailleurs, donc ça aurait été bien qu'il y ait un peu tout le monde. Après, attention, il y a un autre point, c'est que effectivement, c'est la France Insoumise qui a organisé, mais ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe au niveau de ce mouvement. C'est que aujourd'hui, ils n'arrivent pas réellement à mobiliser les gens des quartiers populaires. Donc voilà, donc c'est vraiment deux France séparées. Donc ça va à l'antipode de la présidentielle, puisqu'il semblerait quand même que les quartiers ont beaucoup voté Mélenchon pendant la présidentielle. Alors ils ont énormément voté pour Mélenchon. À la Courneuve, on a eu du 37%, je crois, de tête. Mais par contre, autre constat, et c'est un vrai symbole, et ça pose une réelle image de ce qu'est aujourd'hui la France Insoumise à l'université d'été. Pareil, on n'avait pas de mixité, quoi. Voilà. Bon, alors un peu plus de mixité au sein de la France Insoumise. Non, je milite pas pour la mixité au sein de la France Insoumise. C'est ce qui t'a interpellé, quoi. Il y a des causes nationales, c'est la France Insoumise qui l'a mis en place. C'est dommage qu'on se soit pas mobilisé. Alors, autre réaction, Majid Hanan, auditeur, par rapport à la petite phrase de Mélenchon, il y en a eu beaucoup. Faute grave, donc, qui suscite l'indignation de tous les Français pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Sur Europe 1, écoutez la ministre. Je crois que comme une grande majorité de Français, j'ai été choquée, j'ai été indignée qu'on puisse mettre sur le même plan les nazis, des démocrates, des républicains. Ces propos sont effectivement indignes et honteux. Indigne honteux pour donc la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et décidément, je crois que le mot d'ordre dans le gouvernement et En Marche, c'était tous contre Mélenchon ce week-end. Non, mais c'est pas que depuis ce week-end, ça fait des semaines que ça dure. Macron, là, j'ai vu un article, il y a eu une interview au 16 septembre, où en fait, dès qu'on dit qu'on est contre Macron, en gros, on est contre la France. Donc non, on peut être contre Macron et être pour la France sans forcément passer pour des radicalistes. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, la figure de l'opposition mise en avant, ça m'a l'air d'être, c'est Mélenchon, mais du coup, on fait que de lui taper sur les doigts. Après, voilà, il dit quand même des choses qui sont pertinentes. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mélenchon, moi personnellement, voilà, sa position sur le foulard et le torchon, c'est toujours pas passé. Mais par contre, voilà, on peut reconnaître que ce qu'il dit, c'est pertinent. Et je trouve que ce gouvernement, il est lui plutôt, il est plus radical, je trouve, que Mélenchon, quoi.
Alors, il n'y a pas que chez En Marche, hein. Jean-Luc Mélenchon s'est également attiré les foudres de la droite. Éric Woerth, l'ancien ministre des Républicains sur BFM TV, écoutez. Quand on est tribun, il faut juste être à la hauteur de la tribune. C'est pas le cas de monsieur Mélenchon. Petite phrase. Sérieusement, enfin, s'il y a bien des gens qui peuvent pas donner de leçons, c'est lui. Ouais. Woerth en fait partie. Enfin. Alors attendez, il y en a d'autres, c'est pas fini. Moi, je veux bien. Enfin, scandaleuse réappropriation de l'histoire. Juge pour sa part Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, va même plus loin, quitte à reprendre et rejoindre la position d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, M. Mélenchon se comporte comme les factieux d'extrême droite des années 30. C'est ce que dit Emmanuel Valls aussi. C'est-à-dire qu'il veut renverser la démocratie par la rue. Eh bien, c'est pas la rue qui gouverne dans ce pays. Et nous avons une expérience. Quand nous étions au gouvernement, nous avons tenu face à la rue. Alors je dis à M. Mélenchon qu'il a le droit de manifester, bien évidemment. Il a le droit de dire ses inquiétudes et de les dire fort. Mais c'est pas la rue qui gouverne, c'est la démocratie, c'est les électeurs qui votent. C'est violent, hein. C'est violent, Majid. Ouais, je veux bien dire un petit mot. Ouais. Alors, les propos d'Éric Woerth, on va pas revenir dessus parce que ce mec est insignifiant. Mais Pécresse, c'est dangereux ce qu'elle dit. Elle participe de cet amalgame voulu entre l'extrême droite et l'extrême gauche qu'a voulu vendre Christine Angot à Thierry Solaire dans On n'est pas couché samedi, en voulant faire dire que Mélenchon et le FN c'est la même chose. C'est un amalgame puant parce que l'extrême droite c'est pas l'extrême gauche, l'histoire nous le rappelle, et que ceux qui se sont battus férocement contre l'extrême droite, c'était notamment des gens qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême droite alors qu'ils ont toujours été à gauche de la gauche. Elle prétend que la rue ne gouverne pas, mais beaucoup de conquêtes sociales ont été arrachées par la rue, notamment, et que ça, elle l'oublie beaucoup, alors qu'aujourd'hui, elle bénéficie de beaucoup de ces privilèges-là, grâce notamment à la rue, qu'elle oublie. Et puis, quel crédit accordé à une femme qui, lors de sa campagne régionale, disait texto, dans un reportage, quoi de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Voilà. Donc je pense que on a mieux à attendre de nos responsables politiques. Après, pour revenir sur Mélenchon et le côté diversité, pas diversité dans les manifs, c'est logique qu'il y ait, entre guillemets, que des blancs dans les manifs de Mélenchon. Parce que son parti, enfin, le mouvement de la France Insoumise est principalement composé de personnes blanches, principalement dans les grandes villes et dans les centres-villes, et très peu dans les quartiers populaires. Son entourage proche, sa garde rapprochée, est désespérément blanche, et ils n'ont pas intégré du tout les problématiques des quartiers populaires. C'est-à-dire que même pendant la présidentielle, ils ont raté un coche sur ces questions-là. Ils ont très peu fait campagne dans les quartiers, très peu. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je trouve dommage, et c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé au rassemblement, c'est déjà parce que je vais pas à un rassemblement qui est convoqué par une personne, qui est Jean-Luc Mélenchon, pour me convier à un rassemblement, lui tout seul, avec son mouvement. Pourquoi ça n'a pas été fait de manière unitaire, avec le PC, avec d'autres, avec les syndicats, pour faire une grande marche unitaire, avec plusieurs mots d'ordre. Toute la gauche. Toute la gauche. Pourquoi il n'a pas donné d'espace à l'expression justement des préoccupations propres au quartier populaire, que sont les violences policières, que sont le racisme et les discriminations, notamment l'abandon de l'État, le manque de services publics. S'il avait donné la possibilité au quartier d'avoir une place où s'exprimer, s'il avait travaillé ça avec nous et non pas tout seul dans son coin à Paris, peut-être que le rassemblement aurait ressemblé à autre chose. Moi, j'aurais bien aimé que sur la scène, avant qu'il s'exprime, monte Assa Traoré, monte Amal Bentounsi, monte Elsa Amouri, pour parler justement de mobilisation qui échappe à 99% des militants de la France Insoumise, qui ne sont absolument pas au fait de ce qui se passe dans les quartiers, parce qu'ils n'y vivent pas, parce que leurs proches ne sont pas contrôlés par la police, parce qu'ils ne vivent aucune discrimination, et donc de fait, la France Insoumise ne reflète aujourd'hui qu'une partie de la France, mais plutôt blanche, plutôt bourgeoise, et quand elle vient de milieu populaire, elle est complètement inaudible et insignifiante. Parfait. Très bien, pour finir ce zapping, ce petit coup de gueule, si vous partagez ou pas, d'ailleurs, vous pourrez nous le dire tout à l'heure dans le cadre de Libertad 01. Je valide. 40 33 9000. Ma chère Anan, puisque tu partages et que tu valides, moi je valide ton avis tranché maintenant. Ah, tu me préviens jamais avant. Ah bah c'est comme ça, hein. Attends, je t'explique. J'éteins le jingle parce qu'il faut que j'explique aux auditeurs. Bah, Anan m'a demandé à quelle heure tu passais, je t'ai dit 17h10. Il est 17h16. Je suis un petit peu en retard, je te l'avoue, mais voilà, c'est l'heure. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Anan Zawadi pour son avis tranché en ce lundi 25 septembre. Alors, on va parler du CETA aujourd'hui. Donc le CETA, l'information aperçue, passée non aperçue ou presque. Donc nous allons parler d'écologie, de santé, d'agriculture, de Macron. Donc le CETA, c'est quoi? C'est ce grand traité transatlantique que les activistes écologistes ne cessent de dénoncer depuis maintenant 9 longues années. Donc le CETA, c'est l'AECG, comme le foutu accord économique et commercial global qui est conclu entre l'Union européenne et le Canada et signé le 30 octobre 2016. Et oui, depuis tout ce temps-là, les activistes sont montés au créneau depuis octobre 2008 pour dénoncer en fait ce premier accord commercial bilatéral de l'Union européenne avec une grande puissance économique et qui nous avait informé en fait de ce qui se passait. Donc en pratique, le CETA il doit réduire la quasi-totalité des barrières d'importation et renforcer la coopération entre le Canada et l'Union européenne et permettre ainsi aux entreprises canadiennes et européennes de participer au marché public de services et d'investissement de l'autre partenaire. Donc derrière ce qui pourrait être une excellente opportunité même, en réalité ce cachait le loup aux aguets, planqué dans son bois joli, prêt à bondir sur le chaperon rouge. Donc je vais vous conter la conversation entre le loup et le chaperon rouge. Alors le chaperon rouge. Alors loup, qui es-tu? Que veux-tu? Donc le loup répondit: eh bien grâce à moi, la Commission européenne estime que le CETA devrait accroître de 25% les échanges commerciaux Union européenne-Canada et entraînerait une augmentation du PIB de l'Union européenne de 12 milliards d'euros par an. Waouh, dit le chaperon rouge. Mais encore. Le loup lui répondit: eh bien, grâce à moi, le CETA favorisera l'emploi en Europe. Les études économiques soutenant le CETA estiment en effet que pour chaque milliard d'euros investis par l'Union européenne, 14 000 emplois seraient soutenus. Donc, encore un waouh du chaperon rouge. Alors, attends, monsieur le loup, tu vas pas me la faire à l'envers. Raconte-moi plutôt à quelle sauce tu vas me dévorer. Mes oreilles sont certes plus petites que les tiennes, mais les activistes là, ce sont les défenseurs de la planète et des intérêts des consommateurs. Ah oui, ces sacrés activistes, toujours à mettre le nez dans la merde. Donc ces emmerdeurs de première ne sont pas du tout contents. Ils clament à tue-tête en faisant des pétitions, des centaines de réunions publiques, ici en France et même au Canada, que le CETA c'est la mort assurée des agriculteurs européens. Et puis que ça va mettre en danger la santé des consommateurs européens. Effectivement, ils sont pas très fans du saumon aux hormones. Entre nous, petit chaperon rouge, je les comprends. Le saumon naturel de Finlande, c'est plutôt bon, même si c'est plus cher. Donc une dernière confidence, le CETA prévoit qu'en cas de désaccord avec la politique publique menée par un État, une multinationale peut porter plainte auprès d'un tribunal spécifique indépendant des juridictions nationales. Donc monsieur Leloup, tu es en train de m'expliquer que si moi en France j'ai décidé que le saumon aux hormones j'en voulais pas, t'aurais le droit de m'attaquer en justice pour que je le mange quand même. Exactement. Et si tu t'entêtes, c'est le jackpot. J'empoche des milliards que Macron et ses supposés capitalistes vont me raconter. Mais Macron, il a dit pendant que la campagne électorale, il ne signerait pas. Bon, tu sais, Macron, je suis pas vraiment désolée de te l'apprendre, mais il a déjà signé il y a quelques jours son application partielle. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, le petit chaperon rouge, donc je vais appeler mes potos de Stop TAFTA, ils sont trop forts. Il y a une pétition en ce moment qui tourne déjà sur le net pour qu'on interpelle nos députés européens pour justement empêcher le TAFTA de passer. Donc, ce qui est en train de se passer également, c'est qu'on a une autre on a une autre pétition qui est en train de se mettre en place, qui appelle en fait un référendum national pour justement que Macron renégocie le TAFTA. Donc, ce référendum national, pour qu'il ait lieu, en fait, il faut 4,6 millions de Français énervés. Donc on doit bien en trouver. Voilà, exactement. Donc on va les trouver entre les écologistes, les insoumis, les amis de Benoît Hamon.
Et puis donc là, ce qui se passe en fait, Christophe, c'est Faut que tu conclues, parce qu'il nous reste 10 secondes. Oui, c'est qu'il y a sur Twitter une information qui tourne, que des personnes en fait du M17 sont en train de mettre en place un référendum national. On aura l'occasion d'y revenir. Donc on en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, je fais venir Jean-Michel qui a l'habitude d'organiser des associations collectives pour qu'on parle justement de comment organiser cette pétition. Très bien, dans un instant, on ressort la planche à billets en Algérie. Majid, Anan, auditrice, auditeur, la situation est apparemment inquiétante. On y revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2 avec Majid Messaouden et avec Anan Zawani. Information qui va peut-être intéresser particulièrement nos auditeurs sur Marseille, puisqu'on vient d'apprendre l'annulation du concert d'Hakim pour ce vendredi 29 septembre. Donc le concert est purement et simplement annulé. Pour ceux qui auraient d'ores et déjà réservé, rapprochez-vous de l'endroit où vous l'avez acheté pour vous faire évidemment rembourser. La tournée donc est annulée pour Hakim. Visiblement ils ont pas fait le plein samedi à l'Olympia. C'était a priori un peu catastrophique pour le reste, donc ils ont décidé d'annuler pour ce qui est de la tournée de Hakim. Information donc on répétera assez régulièrement comme ça pour que les auditeurs qui habitent Marseille, faites passer le message évidemment autour de vous. Vous qui avez peut-être réservé donc vos places pour le concert de ce vendredi 29 septembre. C'est samedi ou pas? Samedi 29 septembre. C'est ça Oui, c'est ça. Attends, je dis pas de conneries. 26, 27, 28, 29, non, vendredi, voilà, je disais pas de conneries. 29 septembre, donc c'était au Moulin à Marseille, concert annulé pour Hakim. Voilà, qu'on se le dise pour annoncer en tout cas. Ceci étant, on va partir maintenant en Algérie parce qu'il s'en est passé des choses, Majid, Anan, auditrice, auditeur, et en cette rentrée sociale, on peut dire que les Algériens sont saisis d'une peur indéfinissable qui se propage dans le corps social, un peu dans la panique après le renvoi du Premier ministre Tebboune le mois dernier et son remplacement par Ouyahia, donc il y a un mois. Sachez que le même Ouyahia a été nommé, en tout cas c'est ce qu'ont compris certains, nommé pour faire exactement le contraire de ce qu'avait commencé à faire Tebboune, réduire la corruption et freiner l'enrichissement des oligarques. C'est pour donc en l'occurrence Ouyahia saisit donc la peur. A priori l'Algérie est au bord de la faillite, c'est ce qu'on nous dit, Majid. On ressort même la planche à billets parce que il manque beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, 200 millions de dinars, ce qui peine à faire vivre le pays en ce moment. Majid. Ouais, alors étant binational algérien, je suis très préoccupé par ce qui se passe en Algérie. Et là, on voit les résultats de l'impéritie des différents gouvernements depuis que les généraux gouvernent l'Algérie. Ouais. L'Algérie, c'est un énorme gâchis, c'est-à-dire qu'on a viré les colons français pour mettre des colons armés en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gangrène de l'Algérie, c'est l'armée algérienne qui aujourd'hui dirige l'Algérie de manière complètement irresponsable, qui tarde à développer les secteurs importants. On a un système éducationnel à la ramasse, on a un système de santé tellement bon que les généraux algériens vont se faire soigner à l'étranger. Donc on est la risée de beaucoup d'autres pays autour de nous et les généraux ont pensé que la manne financière qui provient du gaz et du pétrole allait permettre allait suffire pour leur permettre encore de tenir de longues années, sauf qu'aujourd'hui il n'en est rien, les réserves fondent à vue d'œil et on voit bien aussi les résultats de la corruption de ce gouvernement, parce que beaucoup de l'argent algérien est allé dans les poches des différents dirigeants algériens. Il y a des projets aussi qui sont faramineux et qui pour moi posent problème. La grande mosquée d'Alger pour moi est une vraie question. C'était absolument pas prioritaire. C'est des milliards de dollars engloutis. Des milliards de dollars engloutis pendant que les Algériens n'ont pas de quoi aller se soigner, n'ont pas d'établissement de santé digne de ce nom, n'ont pas de service public digne de ce nom. Mais on voit bien que l'ego surdimensionné de Bouteflika qui veut absolument avoir une plus grande mosquée que Mohamed VI, comment ? Est-ce que c'est lui qui dirige aujourd'hui ? Non, mais à l'époque de la mosquée, il dirigeait un petit peu quand même. Aujourd'hui, il n'est absolument pas au pouvoir. Mais l'armée algérienne est au pouvoir depuis l'indépendance algérienne. Et le drame, il est là. C'est qu'aujourd'hui, les Algériens n'ont pas connu autre chose que la junte militaire au pouvoir. Donc c'est ça la tristesse pour l'Algérie. Un pays très jeune,
un pays magnifique, un pays avec un potentiel énorme. Et le gâchis, ce pays qui est ruiné, laminé par des années et des années d'incompétence, de copinage, de corruption, au détriment des populations les plus pauvres. Parce qu'en Algérie, si tu as de l'argent, ça va. Alhamdoulilah, comme on dit. Mais si tu as le malheur d'être pauvre, du coup, tu sens bien que tu es pauvre et tu n'arrives pas à vivre décemment en Algérie. Et le drame, il est là. C'est qu'aujourd'hui, les politiques menées par l'Algérie depuis maintenant une vingtaine d'années ont ouvert le pays aux libéraux les plus durs. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était une erreur, donc ils ont commencé à vouloir réduire les importations pour essayer de produire local. Sauf que j'ai envie de dire, le mal est fait, et qu'aujourd'hui l'Algérie est dans une situation financière et économique très compliqué. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui l'inquiétude est que le Premier ministre dit que l'État n'aura pas de quoi de payer les salaires des fonctionnaires au mois de novembre, mais en même temps ce fameux Premier ministre donc nous dit qu'il vient de trouver un moyen à la fois high-tech et miraculeux d'éviter la banqueroute, le financement non conventionnel qui n'est rien d'autre que la dénomination moderne de la vieille presse à fabriquer des billets de banque. Donc il joue un petit peu avec le vent, Ouihia. Il fait peur, après il recule, il fait peur, il recule. Voilà, on a vraiment pas l'impression que ce soit l'homme de la situation. Oh non, mais contrairement à Tebboune qui peut-être a aspiré en tout cas à essayer d'apporter une certaine stabilité avec peut-être le peu de moyens qu'il avait à sa disposition, parce qu'encore une fois le Premier ministre ne décide de rien, mais en l'occurrence il était un peu plus conventionnel, un peu plus à essayer d'aller expliquer en tout cas aux Algériens. Lui, Ouihia, c'est radical. Ouais, puis il avait été viré pour ensuite être rappelé. Enfin, c'est pas sérieux. Enfin, la façon dont l'Algérie est gouvernée, c'est vraiment pas sérieux. C'est irrespectueux des Algériens. Enfin, moi, ma famille là-bas est complètement désemparée. Hein. Elle vit, elle survit. Enfin, elle ne met aucun espoir dans les politiques algériens et les politiques algériennes. Ils ne vont plus voter. Enfin, je crois que d'ailleurs mon cousin qui a presque le même âge que moi n'est jamais allé voter. Ah oui. Donc comme ils disent là-bas, ou lèche le vote ou lèche. Ouais. Parce que ils considèrent que chaque fois qu'ils votent, c'est de pire en pire. Enfin, chaque fois qu'il y a un vote, la situation s'aggrave, en Kabylie particulièrement, où là l'abandon de l'État est beaucoup plus ressenti par les gens. Mais il y a vraiment un laisser-aller dans ce pays qui est insupportable. Alors Anan, est-ce que tu as pu voir un petit peu, scruter un petit peu la situation économique de l'Algérie qui, moi la question que je me pose, c'est où sont passés ces dinars? Il y avait l'Algérie il y a encore pas si longtemps avec quand même une certaine réserve, ce qui faisait d'ailleurs de ce pays le seul pays qui avait quasiment pas de dette. Aujourd'hui, il se retrouve au bord de la faillite, quoi. Sur ce que j'ai pu scruter, en tout cas sur la presse française ou francophone, on n'a pas énormément d'informations. Donc effectivement, on sait qu'il y a des chantiers qui sont arrêtés parce que on peut plus payer les gens. On sait que les régions qui sont les premières arrêtées pour défaut de crédit de paiement, c'est celles qui sont peu complaisantes, donc notamment la Kabylie. La Banque mondiale, par contre, dans son dernier rapport en janvier 2017, elle dresse vraiment un constat alarmant. Il y a des comparaisons quand même qui sont faites avec ce qui se passe actuellement au Venezuela. Ouais. Donc oui, nous ici... attention aux comparaisons peut-être hasardeuses. Hein. En tout cas, il y a une comparaison qui est faite et puis qui est faite par la presse marocaine. Donc je le précise quand même. Donc forcément ça. C'est toujours bon de le dire. Voilà, c'est bien de le préciser. Mais cette comparaison. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Écoute, le peu d'articles que j'ai trouvé, effectivement, je l'ai trouvé sur la presse marocaine et puis en janvier 2007. 2017, par contre, voilà. Un rapport alarmant et une situation qui va s'enliser et puis qui va exploser dans 3 ans, on annonce. Oui, selon la presse marocaine. Non, ça c'est sur la presse française. D'accord. Majid,
comparaison justement, Anna nous dit qu'elle a lu Après dans voilà, la presse. moi juste pour faire un petit point, voilà, de manière beaucoup plus citoyenne, pas en tant qu'experte. Nous en tout cas moi, ce que j'ai pu entendre de mes compatriotes algériens ou même marocains, on en parle beaucoup, c'est que effectivement il y a énormément de constructions en Algérie, que ce qui était ce que les Algériens déploraient, c'est que du coup en fait c'était des Chinois qui travaillaient. Oui. Donc voilà, juste, je sais pas si Madji, tu peux nous expliquer c'est toi l'expert, hein, le point sur le fait que les Algériens en fait ils ont pas eu accès au marché de l'emploi, alors qu'il y a eu une explosion en fait des constructions, et que les Chinois se sont, à mon avis, se sont bien gavés quoi. Alors, il y a eu plusieurs scandales, notamment le métro algérien. Il a eu des années pour voir le jour de retard. C'est la RATP qui exploite la ligne de métro d'Alger. Ce que me disent moi mes cousins, ma famille là-bas, c'est que les Algériens, quand ils s'occupaient des chantiers, ne faisaient pas avancer le chantier. Ils allaient pas assez vite. Ça allait pas assez vite. Mais non, faut pas exagérer. Alors, je te donne. Oui, c'est pas. La version après. Oui. Les Chinois ont récupéré le chantier. D'ailleurs, c'est les Chinois qui ont le chantier de la grande mosquée algérienne. Et que du coup, effectivement, je pense qu'il faudrait jeter un œil sur les conditions de travail dans ces chantiers. Je pense que quand les Algériens travaillaient, les conditions de travail étaient peut-être un peu meilleures que celles que les Chinois ont eues. Parce que je pense que il y a des choses à regarder sur les conditions de travail, de rémunération des ouvriers chinois sur les grands chantiers, notamment métro, tramway et grande mosquée d'Alger. Après, effectivement, il y a beaucoup de chantiers dont les Algériens sont exclus. Sur l'autoroute, par exemple, l'autoroute en Alger-Oran. Voilà. Les Chinois ont Chine, Portugal, Espagne raflent pas mal de marchés à l'international. Ce qui me laisse moi assez dubitatif sur la corruption que peuvent engendrer ce type de contrat, quand même. Je pense qu'il y a, à mon avis, pas mal de choses à regarder de ce côté-là, mais encore faut-il que ça intéresse des gens. Mais surtout, le drame, il est qu'il y a aussi beaucoup de surdiplômés qui ne trouvent pas de débouchés. Du coup, les cerveaux quittent l'Algérie. Beaucoup de médecins algériens, on le sait, on le voit dans nos hôpitaux ici en France. Beaucoup de médecins sont d'origine algérienne, viennent ici travailler parce que soit ils ne trouvent pas de travail là-bas, soit ils sont sous-payés. Par rapport à ce qu'ils estiment devoir toucher. Donc vraiment l'Algérie, c'est un sentiment de grand gâchis, et je vois pas de sortie en fait. Je vois pas de sortie tant que le régime restera celui-là, tant que la France sera complaisante envers le régime algérien, comme elle l'est avec d'autres régimes dictatoriaux et autocratiques autour de l'Algérie. Est-ce qu'il faut parler d'un régime dictatorial pour l'Algérie ? Autocratique, oui. Ouais. Autocratique, c'est un état policier l'Algérie. C'est un état policier. Donc oui, c'est dictatorial peut-être pas, autocratique oui. Je veux dire quand les manifs sont réprimés, quand on peut pas tenir une conférence sur la liberté publique en Kabylie, que la gendarmerie déboule pour empêcher la tenue d'un rassemblement. Oui, je crois qu'on peut parler d'état autocratique. En tout cas, c'est un état où les libertés publiques ne sont pas assurées. Il y a qu'à regarder ce que dit Amnesty International et Amnesty Algérie sur ce qui se passe en Algérie. C'est pas un pays, les droits individuels ne sont pas respectés comme ils le devraient en Algérie. Les droits de la presse le sont un peu plus qu'ailleurs dans le Maghreb, mais en tout cas les libertés individuelles ne sont pas respectées comme elles le devraient en Algérie. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, il y a qu'à regarder le classement d'Algérie il y a des classements qui sont faits chaque année. C'est pas moi qui le dis, mais en tout cas sur les manifestations, c'est évident qu'il y a une répression féroce sur tout mouvement contestataire. On l'a bien vu dans la foulée des printemps arabes, quand des manifs algériennes ont commencé à se faire dans le centre d'Alger, elles ont tout de suite été réprimées. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une volonté du pouvoir d'asseoir son autorité de manière violente. Et oui, l'Algérie est un état policier. Il justifie ça par le terrorisme et par le fait qu'ils sont obligés de maintenir des barrages, des checkpoints un peu partout dans le pays. Sauf qu'aujourd'hui, l'état policier, il est intégré par 99% des Algériens qui considèrent normal de voir
des gendarmes et des policiers tous les 100 mètres en Algérie. C'est un état policier, clairement. Bon, alors si vous êtes d'accord ou pas, vous pourrez le faire savoir tout à l'heure dans Libertad. Venir interpeller ou voire même engueuler, parce que tu sais, quand on parle d'Algérie, c'est toujours un peu... Hein, je sais. Voilà, à mon avis, on va s'en prendre plein la tête. 01 40 33 9000, réservez-vous dans quelques minutes. Pour l'heure, je vous demande d'appeler tout de suite. Pour ceux et celles qui veulent gagner en tous les cas des places pour le concert de Rimka à l'Olympia. Un concert en partenariat, celui-ci n'est pas annulé, vous inquiétez pas, tout va bien. Le 6 octobre prochain à l'Olympia, donc Rimka, le monsieur tonton du bled sera à l'Olympia, un concert France Maghreb 2. 01 40 33 9000 pour jouer au quiz du LGF. Et en attendant vos appels, je vous propose de faire connaissance, ou plutôt d'élaborer les coups de cœur de nos chroniqueurs que sont Anan et Majid. Oui, on y va, c'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors on commence par à toi, Anan, forcément. Oui. Bon, alors je vous parle de Stop TAFTA, Stop CETA. Donc c'est une organisation qui lance en ce moment une pétition pour interpeller les députés européens. Donc comme on en a parlé, ils dénoncent le grand marché transatlantique. Ils dénoncent le fait que on va avoir un démantèlement des droits de douane, la suppression de barrières non tarifaires. Et que du coup ça va vraiment mettre à mal l'agriculture. Donc c'est un débat qui est très important. Donc je vous invite vraiment à aller signer cette pétition. Sur Google, vous tapez Stop TAFTA, ils vont sortir tout de suite. Le site internet, c'est le www.collectifstoptafta.org. C'est un collectif, une organisation en tout cas qui regroupe 151 collectifs locaux qui militent depuis un petit moment et qui ont lancé également un appel aux dons pour justement pouvoir continuer leurs actions de sensibilisation. Donc aujourd'hui, ils en sont à 23 000 euros de dons récoltés avec un objectif de 30 000 euros. Donc si vous êtes sensibilisé, j'ai même envie de vous dire, il faut être sensibilisé par le TAFTA pour l'écologie, pour votre santé, pour le droit des consommateurs, pour l'agriculture. C'est vraiment important de se mobiliser. Allez au moins signer la signature et puis renseignez-vous sur ce qu'est le CETA, le TAFTA CETA. 01 40 33 9000 maintenant pour jouer au quiz du LGF et pour gagner des places pour Rimka. Majid, ton coup de cœur? Ouais, alors moi mon coup de cœur c'est pour tous les militants et toutes les militantes dans les quartiers qui essaient de faire monter un certain nombre de questions qui sont très largement passées sous silence par les élites, par le gouvernement, par ceux qui sont censés justement être à l'écoute de ce que vivent les personnes dans ces quartiers-là. Donc ça peut être la fermeture du bureau de poste, ça peut être le manque d'enseignants dans les classes, ça peut être les routes défoncées, ça peut être les violences policières, ça peut être les discriminations aux faciès, les contrôles policiers, enfin ça peut être tout ce qu'on vit dans les quartiers et qui n'est malheureusement pas mis en valeur, si ce n'est par ces gens-là qui les vivent ou dont les proches le vivent de manière quotidienne. Donc c'était juste pour leur adresser un grand bravo, leur dire qu'ils sont pas seuls et que le but c'est que ces luttes-là transpirent toute la gauche, tout le mouvement social et que tout le monde s'en empare pour en faire des questions vraiment centrales. Parce que tant qu'on ne fera pas des questions centrales, les quartiers populaires resteront dans l'état dans lequel ils sont. Merci Majid, merci Anan. Allez, dans un instant après la pub, on joue au quiz du LGF pour gagner vos places pour le concert de Rimka à l'Olympia le 6 octobre prochain, un concert en partenariat avec France Maghreb 2. 01 40 33 9000, le même numéro de téléphone d'ailleurs qui vous servira pour Libertad. Vous avez entendu un truc qui vous a interpellé dans l'émission, vous souhaitez le faire savoir, engueuler ou peut-être, féliciter Majid et Anan, vous pourrez le faire évidemment, ou coup de gueule, ou coup de cœur, 01 40 33 9000 dans les médias pour jouer au quiz du LGF. 01 40 33 9000, des places pour le concert de Rimka le 6 octobre prochain à l'Olympia. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF avec Majid Messaouden qui est avec nous et avec Anan Zawani sur France Maghreb 2. Alors Majid, à l'issue de ta première émission, là on arrive bientôt au terme de cette émission. J'ai envie de dire Hamdoullah. Tes impressions, ça va? Non, ça va, non. Bonne ambiance, les sujets c'est intéressant, on a le temps de s'exprimer. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Bon, très bien. Eh ben tiens, on va faire un truc, puisque Majid est là, on va changer un peu les codes. Aujourd'hui, pas de quiz. Allez hop, j'ai décidé pas de quiz, Anan. Sérieux? Ouais, pas de quiz. C'est le chef qui décide. Ah ouais. Mais Pourquoi? Je vais offrir comme ça au hasard
Ouais. dans le cadre de Libertad, une place, Ah, super. voire 2 d'ailleurs, pour le concert de Rimka. Donc voilà, ça Génial. sera comme je le sens en fait. Vous voyez Ok. Voilà, mais non pas que j'ai des j'ai plein de questions, hein, mais j'ai envie de changer. À la voix du À client. la voix, alors. ou Voilà. au propos, à la Ouais, je pense pertinence, avec tu les vois. clients, ouais. Voilà, à la pertinence du truc, voilà. C'est à vous de jouer. Maintenant, je lance la musique, voilà. 01 40 33 9000. Vous écoutez à Marseille, à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Metz, à Reims, à Orléans, Paris, Amiens, Le Havre, partout en France et sur la planète, parce que il y a eu dans cette émission, dans cette chronique Libertad, des appels de Miami, du Canada, de partout dans le monde. Donc voilà, je vous prends au hasard, vous dites ce que vous voulez, évidemment, vous connaissez le principe. Prénom et ville d'appel, c'est juste ce qu'il me faut. Et comme ça, voilà, c'est comme je vais le sentir, j'offrirai une place pour Rimka. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Nagia, Nagia, vous nous appelez d'où? d'Orléans. Qu'est-ce qui se passe, Nagia, on vous écoute? Alors, moi, c'était juste pour dire qu'à chaque fois que j'entends la pub du Hajj, je sais pas quoi, qui fait de la voyance, ça me rend folle. Ça m'indigne, ça m'énerve, et encore plus les gens qui y croient. Ça veut dire, voilà, s'il leur arrive des problèmes, c'est des épreuves qu'Allah est nommé, et voilà, faut juste les accepter et essayer de vivre avec. Ouais, vous avez deux solutions, hein, ma chère Nagia. Soit, effectivement, comme dans les magasins, vous savez, quand vous passez au rayon porc ou alcool et vous consommez pas, vous passez, hop. Ou alors, effectivement, il y a aussi le fait de se dire que tant que ces gens-là, qu'il y a plein de gens qui iront les voir, bah, ils ont pas de raison d'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est à double tranchant cette histoire. En tout cas, vous l'avez pu le dire et en toute liberté, Ouais, ma chère moi je Nagia. trouve ça top que vous l'ayez dit parce que c'est relayé par les réseaux sociaux et voilà, bah, c'est bien de dire les choses aussi. Nagia? Bah oui. Nagia, Oui. tu fais quoi le 6 octobre? J'ai rien de prévu. Bon, ouais, est-ce que un petit truc genre tonton du bled, ça te dit? Avec plaisir. Allez, je te les offre, c'est pour toi, ma chère Nagia. Tu vois, écoute bien. T'en trouveras combien des radios sur laquelle tu peux d'abord t'exprimer et en plus parler d'un truc qui est quand même, voilà, qui touche France Maghreb 2, mais pas seulement, hein, j'aime mal le rappeler, Oui. on n'est pas que la radio France Maghreb 2 à faire de la voyance, il y a aussi les autres comme Beurre FM et d'autres. Et quoi qu'il en soit, t'as pu le dire en toute liberté, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé, et en plus je t'offre un cadeau. C'est pas magique quand même? Super, merci. Franchement, vous êtes unique, vous êtes génial et c'est génial. On sait. Voilà. Bon, Vous nous suivez sur Twitter est-ce que t'as Twitter? J'ai pas Twitter. Ah, à Facebook part ça, alors? Facebook? Oui. Ah super. Et bah si vous êtes d'accord, si vous pouvez nous envoyer une petite photo bah, quand vous êtes au concert, on la mettra Voilà. sur la page. Super. Après vous n'êtes pas Bonne obligé de idée. vous prendre vous en photo, prenez votre main ou peu importe, mais envoyez-nous une photo. Ah, voilà une bonne idée, Sylviane. Bon, Super, à bientôt. par contre, Nagia, pour des soucis techniques, voilà, pour expliquer aux auditeurs, j'ai qu'une ligne. Donc, il faut que tu me rappelles à 18h, je te prends tes coordonnées, d'accord? D'accord, ça marche. Donc, dans quelques minutes, hein. Ok, très Voilà. bien. Ah oui, tout non, à l'heure. on a des lignes au rabais ici, hein, vous inquiétez pas. 01 40 33 9000. Ah, je peux encore en offrir, hein, je sais pas. Hein. C'est vrai? Ouais, je suis d'humeur généreux aujourd'hui. 01 40 33 9000. Non, mais franchement, Majid, t'as déjà vu ça quelque part, là? Jamais. Bon. Là, c'est Allô, bonsoir. first time. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ben, Majid, il nous ramène toutes les Bonsoir. femmes, c'est bien ça. Votre prénom? Mahacine. Maïsine. Oui, Mahacine de Pontoise. Ah, Mohassin de Pontoise. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, Mohassin? Je vous écoute. Je voudrais juste vous faire un petit coucou. J'adore votre radio. Je l'écoute à chaque fois que je sors du travail. Voilà, c'est très varié. L'actualité, elle est très très bien. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison. Oui, allez-y. Il y a juste un petit truc, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit truc, le petit bémol, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah d'accord, j'ai compris, il y a juste un petit truc et hop, d'accord. Bah écoutez, merci pour votre fidélité. Vous faites quoi dans la vie, Mangia? Mohassin, pardon. Non, Mahacine. Mahassin. Mahassin, c'est quelle origine d'ailleurs ce prénom? Informaticienne. D'accord. Et ça veut dire quoi? Informaticienne. Non, mais Non. Le prénom, ça veut dire quoi, Mahacine? En plus, ça fait avantage. Avantage. D'accord. D'accord. Beaucoup d'avantages à écouter France Maghreb 2 donc. Merci beaucoup, Mahassin. Mahacine. Mahassin, pardon. Et bon retour à la maison. Elle est partie. Elle est partie du coup, elle est très énervée que j'ai écorché son prénom. Hein, désolé, hein, je fais ce que je peux. Hein. 01 40 33 9000. En même temps, si tu t'appelles Nadia, ce serait plus facile. Voilà, j'ai envie de te dire. Allô, bonsoir. Allô. Une fois, deux fois. Il y a personne par ici, donc on va changer de ligne. 01 40 33 9000. C'est en toute libertad hein, sur France Maghreb 2. Vous nous appelez bien sûr pour nous dire ce que vous voulez. Eh bien, pour engueuler Majid, tiens, pour sa première. Allez-y. Faut le baptiser. 01 40 33 9000. Et parce que tout à l'heure, je veux pas dire, mais il a parlé de l'Algérie comme il a été assez critique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Quand on aime, on châtie. C'est ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Quel est votre prénom, cher ami? Ahmed. Ahmed, vous nous appelez d'où, c'est Ahmed? Je l'appelle de Marseille. De Marseille. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed?
Ben, je suis, comment dire, je tiens un bazar. Ah bah c'est bien ça. Bravo. Bravo, merci à vous. Je viens bientôt à Marseille en plus. Ah bah vous venez, vous serez le bienvenu. C'est quoi ton bazar, il est où? Un bazar dans le 11e. Dans le 11e, bah donne l'adresse, vas-y, profite. Hein. Bah c'est à Saint-Marcel. Saint-Marcel, d'accord. Saint-Marcel dans le 11e, d'accord. Eh bah parfait. Moi je voudrais intervenir au sujet des critiques vis-à-vis du bled. Ouais. Et je voudrais inviter cette personne qui sur aucune base en train de critiquer le pays. Ah ouais, il s'appelle Majid, allez-y, interpelle-le. Pardon. Oui, on vous écoute. Voilà, le pays, elle a construit actuellement plus de 3 millions de logements. Des lycées, des facultés, des routes, des autoroutes, et vous dites uniquement que la Chine vit en Algérie. Alors c'est tout à fait le contraire. Les Algériens, ils sont d'un certain niveau intellectuel, qui comprennent toute la politique algérienne actuellement. Ils sont bien aidés. D'ailleurs, la preuve, les Algériens, ils ont investi même en Europe, en Espagne, ils ont acquis pas mal d'immobilier. Et je trouve un peu mesquin de dire que le peuple vit la misère. Très bien, c'est entendu. Majid, réponse. Alors je ne dis pas que je ne dis pas, monsieur, que tout le peuple algérien vit dans la misère. Mais moi, j'ai beaucoup de familles là-bas, donc en fait, je parle de ce que je vois quand j'y vais, et surtout de ce que mes cousins qui vivent là-bas depuis des générations, ma famille, vit. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que le fossé se creuse entre les riches et les pauvres, qu'aujourd'hui on peut pas se faire soigner dignement dans les hôpitaux algériens, qu'il y a des manques dans les écoles, un manque d'infrastructures. Et si je dis ça, c'est parce que j'aime l'Algérie. Sinon, je le dirais pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, non, mais quand on aime son pays, c'est pas la peine de critiquer son pays. Ah bah si. Faut dire la vérité, monsieur. Ah non, moi quand ça va bien, je le dis, quand ça va mal, je le dis. J'adore l'Algérie. Plus que vous ne le pensez, monsieur. Là, ce qui se passe, c'est quand même il y a des fonctionnaires qui vont pas être payés, on peut pas les payer. Non, en plus, j'entends toujours c'est-à-dire l'exemple, la Kabylie. Bah, excusez-moi d'être Kabyle c'est l'Algérie. On n'est pas un Kabyle, je suis algérien. Ah oui, mais je suis algérien, mais je suis de Kabylie, excusez-moi. Merci, monsieur, en tout cas. Vous avez poussé votre coup de gueule, vous avez interpellé Majid Messaoudine. À très bientôt. Bonne du côté soirée, de Marseille. monsieur. Il ira quand même vous voir au bazar, vous inquiétez pas. Ah oui, bazar Saint-Marcel. Allô, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam, votre prénom, cher ami. Cher ami, alhamdulillah, بخير, سنة سعيدة كما قلت البارح. Donc, un petit mot, je vais relancer. Oui, allez-y. Oui. Shukran. Je fais un appel donc à la communauté clermontois et clermontoises pour le vendredi 29 septembre. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi 29 septembre? L'association du centre culturel marocain, elle va célébrer sa rentrée. Ouais. Et ça sera donc animé par une rentrée donc à la salle Le Clocher, une soirée familiale, et avec un groupe qui vient de Montpellier. D'accord. Et tout ce qui m'entend, donc il sera les bienvenus donc pour célébrer cette journée qui sera magnifique. Et un groupe de Montpellier. Donc alors j'ai oublié avant-hier, la rentrée ce sera 8 €. D'accord, le numéro de téléphone rapidement. Alors le téléphone donc c'est le 04 73 24 41 91. Ok, ça marche, merci beaucoup. Soyez nombreux. Ça marche, à bientôt, on essaiera un petit dernier peut-être pour la route. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, votre prénom? C'est Amina. Amina, vous nous appelez d'où, chère Amina? Du 94. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire, ma chère Amina, on vous écoute. Je voudrais juste vous dire simplement que l'Algérie va bien, que les gens sont heureux, mais juste arrêter de dénigrer notre beau pays, parce que vraiment c'est un beau pays. On dirait la Corée du Nord, enfin, on n'a pas le droit de critiquer. Non, mais, madame, avec tout le respect que je vous dois, franchement, je vais en Algérie tous les ans. Oui, moi d'accord, aussi. Voilà, donc je dis pas le contraire. Soit on va pas dans le même pays, ce qui est possible, soit vous avez des œillères. Vous ne pouvez pas dire que l'Algérie va bien et que tout le monde est heureux, c'est pas vrai, madame. Même en France, c'est pas le cas. Monsieur, moi je suis pas de la Kabylie, je suis mais c'est pas question de mais l'Algérie, je vais pas qu'en Kabylie, je me balade. Ils sont heureux, les gens. Voilà. Bah ils sont heureux, je sais pas qui, Vous habitez où, Amina, en Algérie? Pardon? Je suis de Constantine. Constantine, très bien. Mais je pense qu'on rend pas plaisir à l'Algérie en niant les difficultés que l'Algérie connaît. Non, monsieur, la corruption et la dictature, ça existe partout, la corruption. Oui, mais c'est pas une raison pour pas la condamner en Algérie, madame. On la condamne au Maroc, on la condamne en Algérie. C'est pas une raison pour dire qu'il y en a pas en Algérie. Est-ce que vous êtes parti dans le madame, une seule question, madame. Une question. C'est magnifique. Une question, madame. Une seule, et ça sera la dernière pour finir. On est d'accord sur une chose, ce pays est magnifique. Une question. Est-ce que vous trouvez normal
qu'après toute la période de richesse qu'a connue l'Algérie, ces dirigeants soient obligés d'aller se soigner à l'étranger. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est du vol. Ce qu'on appelle, c'est du vol. D'accord, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du vol. Comme ils sont en train d'acheter. Mais non, c'est du vol, c'est juste qu'ils sont incompétents, ils n'ont pas construit d'hôpitaux dignes de ce nom, c'est tout. Ils ont pris l'argent, ils l'ont mis ailleurs. Bon, merci Amina, en tout cas, on a bien compris. On vous mettra pas d'accord ce soir. Merci beaucoup Amina, en tout cas, de l'avoir dit. Vive l'Algérie, hein. Et vive l'Algérie. 1, 2, 3. Merci beaucoup Amina. À bientôt Amina. À bientôt, au revoir. Bon, voilà. Bah Majid, ça y est, hein, t'as été baptisé mon vieux, hein. Qu'est-ce que je te dis? Bah oui, mais c'est comme ça. Hein, moi j'assume, et s'il faut recommencer, je recommencerai. Bon, très bien. Bah écoute, t'auras l'occasion peut-être la semaine prochaine avec grand plaisir, mon cher Majid. Merci beaucoup. Et sois le bienvenu, en tout cas. Merci. Je t'accueille officiellement. Bonne soirée tout le l'équipe. monde. Au revoir. Anan. Bah, ravi d'avoir fait cette première émission avec on l'a bien baptisé Majid, le Majid. Hein. Ouais, super bien baptisé, génial. Bon, merci beaucoup à tous. Prochaine. Retour demain avec Océleras, demain sur France Maghreb 2. Tiens, demain on va parler rencontre. Oui, soyez là, ça va être très intéressant. Il est pour l'heure 18h sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité. Ce soir, c'est avec Marine Garel. Dans un instant, la Bimédiaed sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous. Le Premier ministre a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes du plan d'investissement promis par Emmanuel Macron. Transition écologique, formation professionnelle et numérique. Voici les grandes lignes du plan d'investissement qui va bénéficier de 45 milliards d'euros de nouveaux crédits sur un total de 57 milliards d'euros d'ici 2022. Première journée de mobilisation pour les chauffeurs routiers contre la réforme du Code du travail, alors que les premières ordonnances entrent en vigueur aujourd'hui. Objectif pour les routiers, bloquer les raffineries et les centres de dépôt de carburant. Un Marocain soupçonné d'avoir aidé la cellule djihadiste responsable des attentats qui ont fait 16 morts en août en Espagne a été placé en détention provisoire. Selon les autorités espagnoles, il avait donné ses papiers d'identité aux terroristes qui s'en sont servis pour acheter 340 litres de peroxyde d'hydrogène. Cette substance sert notamment à fabriquer l'explosif TATP. L'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel hier pour plusieurs communes de Guadeloupe et Martinique et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin dévastés par l'ouragan Maria. Les élus guadeloupéens jugent ce premier périmètre trop restreint. Le gouvernement a promis de possibles évolutions. Un homme est mort hier à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis en tentant de prendre la fuite par la fenêtre d'un immeuble. Il a chuté du 7e étage lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. La secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes a annoncé ce matin que l'amélioration du congé maternité pour les non-salariés se ferait métier par métier durant le quinquennat. Les agricultrices seront les premières concernées par cette réforme. Ils se pressent pour voter. Des dizaines de Kurdes irakiens attendent de faire vérifier leurs papiers d'identité afin de se rendre aux urnes dans un stade transformé en bureau de vote. La région autonome organise un référendum d'indépendance aujourd'hui, malgré l'opposition de Bagdad. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.